Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon émission Les invités de Georges. Et aujourd'hui, un sujet exceptionnel, un sujet passionnant, la communication animale. Alors je pense, chers auditeurs et internautes, que ça devrait largement vous intéresser, sachant qu'il y a 55% des Français qui possèdent un animal. Hein. Alors pour la petite histoire, je crois qu'il y a 8 millions de chiens et 15 millions de chats. En tout. Alors, les animaux, auraient-ils un langage subtil capable de nous guider, de nous apaiser ou bien de nous révéler quelque chose de nous-mêmes? Et que peuvent nous dire les animaux? Comment les entendre? Comment décoder leur message? Eh bien, c'est précisément ce que propose d'explorer notre invitée du jour, Aurore Pramil. Aurore, bonjour. Bonjour Georges. C'est toujours un plaisir de vous inviter et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à notre radio. Mais avant de vous laisser le micro, permettez-moi de vous présenter Guy Rodriguez. Alors, bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Georges. Ravi de te retrouver. Bonjour à tous. Et on remercie nos internautes et auditeurs de nous écouter. Et j'ouvrirai une parenthèse. Hein. Je les remercie parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux à écouter notre émission. Voilà. Alors Guy, c'est notre intervenant culturel, intervenant sur l'histoire également. Et puis, il y a une tradition dans cette émission. Il nous fait toujours pour commencer un billet d'humeur et d'honneur à notre invité et au sujet que nous allons aborder. Alors Guy, le micro est à toi. Merci Georges. Aurore Pramil. Aurore. Lueur brillante et rosée qui précède le lever du soleil et succède à l'aube. Dans la mythologie, Aurore était celle qui, vêtue de safran, s'offrait au monde avec des doigts de rose. Elle était la déesse de l'aube, qui chaque matin poussait les portes du ciel pour laisser passer le soleil. Les cieux s'ouvrent et éclairent la conscience des humains envers les animaux. Cette façon d'être honoré de la perception hypersensible que vous avez du règne animal et de ses symboles et cette lumière que l'univers vous renvoie chaque aube. Sous peine de délire, on ne peut pas vous en vouloir de nous soumettre l'idée que l'animal, dans certains de ses comportements et de ses états d'âme, est l'égal de l'être humain. Mais comment écouter l'aigle, le chien, l'éléphant et se relier à eux par le cœur? Dialogue infini parce que vous-même, vous avez cette conscience éveillée de l'omnipotence divine du cœur, de l'esprit, du spirituel sur toutes les âmes vivantes. Vous nous proposez avec beaucoup d'intelligence d'admettre que l'animal, s'il le veut, nous ouvre les portes de son univers. Transmettre et partager sans limite cet amour inconditionnel. Reliez les âmes avec cette émotion, cette énergie qui vous traverse, quand vous comprenez que le Créateur ne pouvait pas donner une parole à l'humain sans en donner une à l'animal. Cette compréhension a ouvert chez vous le champ des possibles de questions laissées sans réponse. Vous saviez que vous ne saviez pas, puis après que vous ne saviez plus, et enfin après avoir compris que le véritable savoir est de savoir que l'on ne sait rien, votre esprit s'est ouvert sur ce que les animaux voulaient vous confier d'eux-mêmes. Un aveu d'humilité qui ouvre la voie à l'apprentissage et à la découverte, en comprenant que si vous vouliez communiquer avec le monde animal, vous deviez être prête à faire un chemin vers vous-même. Vous avez déchiré le voile qui nous cachait les secrets d'un univers que l'on croyait connaître. Un étonnant voyage dans les profondeurs de l'esprit de ce monde, si différent à la fois et si proche du nôtre. Et ce n'est pas là une vaine philosophie de prétendre qu'il satisfait notre part de curiosité. On pourrait dire de vous que vous êtes une idée. L'idée qui fait de vous une psychologue auprès des animaux, mais vous êtes surtout la certitude que l'on peut entrer à travers vous et votre démarche en relation avec le monde animal. On vous remercie Aurore. On vous remercie d'avoir fait ce chemin qui nous ouvre les voies d'une meilleure lisibilité et d'une connexion plus étroite avec ses compagnons de vie et peut-être nous apporter bien-être, amour et sagesse. Merci. Bravo. Bravo, bravo. On t'applaudit, Guy. Aurore, je vois qu'il manie aussi bien le verbe que la plume, notre ami. Voilà, bel hommage, en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Aurore, vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule « Communication
animal. Et vous invitez donc les lecteurs à découvrir l'univers vibratoire des animaux, à mieux comprendre leur aura, en quelque sorte, leurs émotions, leur mémoire. Mais avant, moi, j'aimerais connaître qui était la petite Aurore et puis qu'est-ce qui vous a induit vers les animaux. Mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que finalement, ce monde animal, c'est souvent une part de nous à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui nous amène finalement à avoir envie de découvrir, être dans cette curiosité. Et je pense que j'avais cette curiosité-là enfant et cette curiosité envers les animaux. J'ai toujours été très proche des animaux. Mais effectivement, je pense qu'on ne parlait pas comme peut-être aujourd'hui on peut aborder les sujets. Donc c'était un monde intérieur qui ouvrait beaucoup de questions, mais auxquelles je n'avais pas forcément les réponses. Et je pense que c'est un moteur qui m'a toujours poussé, cette envie d'avoir des réponses à mes questions, qui m'a amené à explorer finalement le lien plutôt à l'humain, parce que je suis partie dans l'accompagnement des humains, mais aussi j'ai eu une partie dans le théâtre, dans l'art. Et faire rêver. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon grand-père, et je pense à lui parce qu'il est parti cette fin d'année. Et j'y ai repensé il n'y a pas longtemps parce qu'on avait eu comme une querelle à l'époque quand j'étais partie dans le théâtre. Et je disais à mon grand-père, lui, il avait travaillé il avait fabriqué des maisons en fait. Donc pour lui, c'était concret. Et moi, le théâtre, c'était pas concret. L'artistique, c'est un autre domaine. Et donc pour lui, c'était pas une voie possible. Et je lui disais, mais moi, je fais rêver les gens. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, je repense à mon parcours et je me dis, j'ai pas perdu en fait cette part de moi. Je l'ai pas quittée. Elle a toujours été là. Et aujourd'hui, effectivement, je continue à faire rêver quelque part, mais autrement, en reliant les gens aussi à leur cœur et aux liens qu'ils ont avec le vivant. Et donc, je repense à cette conversation parce que je pense qu'aujourd'hui, de là où il est, il le comprend. On en est persuadé. Bon, vous remercie. Hein. Et est-ce que vous voulez revenir au théâtre en mettant en scène, peut-être, une pièce sur les animaux ? Alors, ça serait possible. Je pense que ce que le théâtre m'a apporté, c'est aussi comprendre qu'il y a beaucoup de jeux d'illusions dans la vie et que beaucoup de personnes jouent un jeu finalement. Et on est nombreux à porter des masques. Et je crois que ce que les animaux m'ont montré, c'est comment on pouvait quitter nos masques pour être vraiment dans une forme d'authenticité. Et c'est vrai qu'on joue dans le théâtre à mettre des masques, mais on joue aussi à les enlever. Et je pense que finalement, parfois on joue un rôle, mais ce rôle qu'on joue, il est profondément nous-mêmes. Et on le sait que certains acteurs sont habités par les rôles qu'ils étudient pendant 1 an, parfois 2 ans. Ils s'imprègnent de quelque chose avant de tourner ou de jouer. Et l'animal a cette vérité en lui, cette vérité sans filtre. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est encore plus présent parce qu'on a les réseaux sociaux, les filtres, tout est toujours montré sous un angle qui est parfois faux de la réalité. Et de nombreuses personnes se sentent seules ou se sentent mal dans leur vie. Et là où se relier au vivant, ça apporte quelque chose de sincère, de la joie. Et on retrouve finalement quelque chose qu'on n'a pas dans ce monde artificiel. Oui, un animal est sans filtre. Exactement. En quelque sorte. Vous devrez vous approprier les fables de La Fontaine. Oui. Voilà. Mais en scène, les animaux. C'est une possibilité, oui, c'est une possibilité. Alors, vous parliez des masques. Effectivement, l'animal est incapable d'hypocrisie. Oui. Parce que l'animal n'a pas la même. Se sert pas de la conscience de la même façon que nous. Exactement. Nous, vous parliez de l'artiste, du comédien qui rentre dans son personnage. En fait, il ne rentre pas dans son personnage. Un excellent comédien rentre dans la conscience du personnage. Oui. Parce que s'habiller du personnage, ça rime à rien. Mais par contre, il rentre dans la conscience. Parce que même sans la tenue de service, on parle par exemple du médecin malgré lui, oui. Où il prend la tenue de médecin. Mais ça l'aide quand même. Ça l'aide. À rentrer dans cette conscience. Si vous êtes dans la conscience, vous n'avez plus besoin d'habits. Oui. C'est un plus. Voilà, c'est un plus. Et l'animal n'a pas besoin d'habits. Oui. Il est lui-même. Voilà. Alors, vous êtes spécialisé dans la communication animale. Est-ce que tout le monde a cette sensibilité particulière ? Oui, exactement. Alors, on est plus ou moins sensible si le sujet ne nous intéresse pas.
C'est pas qu'on n'a pas cette sensibilité, mais peut-être qu'on ne sera pas attiré vers cette forme de sensibilité. C'est une porte qui s'ouvre. Et certaines personnes iront vers cette porte et d'autres prendront peut-être une autre porte d'entrée pour découvrir leur sensibilité. Par contre, on est tous capables, effectivement, d'avoir cette fibre en nous et de donner un petit peu plus de place et un petit peu plus d'attention à ce qui se passe en nous quand, quelle place on a laissé aux vivants. Tu disais tout à l'heure qu'on avait énormément d'animaux de compagnie. Oui. Et au niveau sociétal, on a énormément évolué dans la relation qu'on a avec ces animaux de compagnie. Si on repense à nos grands-parents, les animaux, ils étaient... le chien dormait dehors. Totalement, c'est vrai. Il y avait une place qui était la place du chien, en fait. Et aujourd'hui, le chien, parfois, il est même dans le lit. Oui. Donc, on devient esclave oui. des animaux. Et donc, c'est vrai qu'on leur fête leur anniversaire, ils ont un petit paquet de cadeaux sous l'arbre de Noël. Et donc, il y a le deuil aussi de ces animaux qui ont pris une place particulière dans nos vies est complètement différent parce que il a besoin aujourd'hui d'être reconnu, alors que c'est encore souffrant parce que souvent, si la personne pleure son chat ou pleure son chien, on va lui dire que c'est normal un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, on va lui dire bon, maintenant t'en reprends un autre, ou c'était qu'un chat, ou c'était qu'un chien. Alors que peut-être que pour cette personne-là, c'était pas que ça. C'était un vrai membre de la famille et qu'il y a un vrai processus de deuil qui peut être long, en fait, aussi. Quand on passe 15 ans de sa vie avec un chien, le chien, il laisse quand même un sacré Ah, mais vide. c'est certain, ça. Donc, c'est pas en quelques jours que ça s'efface. Je suis d'accord. Et que veut dire le deuil aussi? À une époque, l'animal était une bête. Oui. On dit j'ai une bête. Oui. Ou rentre les bêtes, donne à manger aux bêtes. Maintenant, on ne le dit plus, ça. Non. On ne le dit plus, parce qu'on s'est rendu compte que l'animal était un être vivant. Et doué de sensibilité. Et doué de sensibilité. Donc maintenant, on ne dit plus la même chose. Et c'est reconnu par la loi. On donne le prénom de l'animal, souvent. Oui. On donne manger à Rocky, et ainsi de suite. Et même certains donnent les prénoms Bernard. Ah oui, oui. De plus en plus, d'ailleurs. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Oui. Ça dénote bien quand même un changement de Maintenant, société. celui qui donne à son perroquet le prénom de sa belle-mère, c'est plus difficile. Non, il y a même des services d'inhumation pour animaux, de crémation, des cimetières pour animaux. On est quand même dans, effectivement, une évolution. Justement, il y a le cimetière des animaux. Oui. Je vous le conseille d'ailleurs, de faire une petite visite et de rendre un petit coucou à tous ces animaux défunts. Voilà, une idée de sortie dominicale. Alors, qu'appelle-t-on exactement communication animale? Oh là, multidimensionnelle. Alors, c'est un terme un peu compliqué pour dire finalement quelque chose de simple qui est notre capacité à nous relier au vivant, à entrer en communication. Et quand on entre, on crée un lien sous forme télépathique, finalement, avec l'animal. Là, on est en train d'échanger entre nous de façon verbale et non verbale aussi. Là, dans la communication animale, c'est un petit peu plus spécial puisque on va utiliser simplement ces perceptions extrasensorielles qui ne sont pas liées directement à nos sens, mais liées à des sens subtils que l'on a et que l'on peut développer. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pouvoir me relier à un animal et recevoir une image. Donc, c'est une image qui, comme quand on rêve, qui va se dessiner à l'intérieur de moi. Et cette image va correspondre à l'environnement de l'animal. Et le mot multidimensionnel veut dire simplement que quand on se relie au monde intérieur de l'animal, forcément, il va parler avec nous, échanger au sujet de tout ce qui le touche. Et tout ce qui le touche, c'est les humains qui vivent avec lui, c'est le lieu dans lequel il habite, c'est les interactions qu'il a avec ses congénères, c'est tout ce qui peut jouer sur son bien-être aussi et qui a un impact parce que si l'humain qui vit avec l'animal traverse une période compliquée, ça va forcément avoir un impact sur l'animal qui est à côté de lui. D'accord. Alors vous parliez de télépathie. M'intéresse parce que durant votre parcours, vous avez une expérience particulière, je crois, avec un animal. Oui, effectivement, il y a l'animal qui m'a vraiment marqué dans mon parcours au tout début. Donc, pour reprendre le contexte, je suis diététicienne spécialisée en pédiatrie. Je travaille dans un centre paramédical avec des professionnels de santé. J'ai quitté l'espace du théâtre pour aller dans un monde rationnel où je suis dans l'accompagnement. J'utilise, je pense, mon intuition. Avec le recul, je me rends compte que je l'utilisais beaucoup, mais pas du tout consciemment. Et
je pars à la montagne en vacances et je croise plusieurs fois un aigle qui passe au-dessus de moi, hein, vraiment. Et à chaque fois, on est nombreux, je suis la seule personne à le voir. Et alors j'amène les regards dessus. Puis au bout d'un moment, je me dis, c'est marrant quand même, on dirait que cet aigle est là pour moi. Alors ça peut paraître un peu puéril quand on n'est pas du tout dans l'univers spirituel de se dire ce genre de choses. Donc je me le dis intérieurement, mais je ne le dis pas à voix haute. Et au moment où je valide intérieurement l'idée que peut-être qu'il est là pour moi, il y avait une fenêtre comme ça dans le chalet où on était, et l'aigle passe là, à cet instant-là. Alors, j'ai trouvé quand même que le moment était fort. Et j'ai eu de la joie à l'intérieur de moi, mais j'en suis restée là. Et puis ensuite, j'ai rêvé de cet aigle. Donc j'ai rêvé que j'étais à l'intérieur de lui, que je voyais le chalet depuis son regard. Avec ses yeux. Avec ses yeux. Et c'est vrai que ça ressemblait extrêmement à tout l'environnement autour que moi-même, je n'avais pas analysé. Et puis d'un coup, j'ai reçu un message à l'intérieur, comme une forme d'injonction, qui me disait « Viens, je t'attends dans la montagne ». Donc, j'ai vraiment senti cette injonction. Je suis partie, j'ai laissé la famille, le sac à dos. Je suis partie sous la neige avec tous mes questionnements intérieurs en train de me Et oui, dire, parce que là, vous étiez en pleine quête de sens, si je comprends bien. Exactement. Ça a été un tournant de votre vie, là. Exactement, je suis en quête. Il y a quelque chose qui me pousse et en même temps, je suis à l'intérieur, comme on peut l'être et on peut l'imaginer, pleine de suspicions, d'auto-suspicions et de doutes qui parfois sont des doutes qui peuvent nous causer beaucoup de tort, je pense, sur ce monde intuitif. Oui. Parce que je pense qu'on est tous intuitifs et qu'on s'auto-sabote régulièrement sur nos intuitions. Mais bref, j'y suis allée et j'ai réussi à rencontrer un chevreuil. C'était une rencontre qui n'était pas prévue dans cette ambiance de neige feutrée. Et quand on s'est vu, il s'est passé quelque chose, mais tout de suite après, moi, je suis sortie de ce moment de la rencontre parce que dans mon esprit, j'ai voulu prendre mon appareil photo, mon téléphone dans la poche pour le prendre en photo. Et le fait de faire ça, ça a cassé, coupé ce moment en fait d'échange. Et là, il est parti. Et j'ai tout de suite senti que quelque part, ce moment... Vous avez cassé le lien à ce moment-là. Oui, exactement. Et je me suis mise à m'adresser à lui intérieurement, chose que j'avais jamais faite auparavant. Et je lui ai demandé pardon. J'ai vraiment senti cette humilité qui était juste de m'excuser pour ce comportement et que j'avais pas compris que ce moment était là que pour nous finalement. Et qu'il n'y avait rien à raconter. Des fois, on a envie de raconter, on a envie de prendre des photos, mais des fois, il n'y a rien à raconter. D'apporter une preuve. Exactement, le moment, il est là. Ça a été interféré. Vous avez voulu imprimer ce moment spirituel avec du matériel. Et c'est ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et le fait de le reconnaître, déjà, c'était fort pour moi. Et puis à ce moment-là, j'ai comme une petite voix intérieure qui me dit lève la tête, je suis là. Et l'aigle est au-dessus de ma tête, il tourne. Oui. Et donc, je ne l'avais pas du tout senti arriver, je ne l'avais pas vu. Et je suis surprise de la phrase qui correspond exactement avec sa présence. Et donc, je me mets à lui répondre en levant les bras au ciel, mais là, je pense que j'ai complètement lâché le mental et je lui dis « je t'ai entendu » et je pleure. Et je pense que ça a été un moment très fort. C'est pas simple de raconter parce que c'est quand même... c'est particulier comme expérience. C'est à la fois c'est se mettre à nu aussi sur des moments qui sont intérieurs forts. Et parfois, c'est un peu violent quand on a une réaction qui nous ramène à quelque chose d'un peu de la forme du charlatanisme, puisque c'est aussi dans cette pratique parfois le comment c'est vécu. Mais pour autant, je pense que c'est pas raconter mon histoire pour raconter mon histoire. C'est raconter que quand on écoute son intuition, quand on ose suivre une voix intérieure, il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Mon histoire, c'est une histoire, mais je crois que de nombreuses personnes que j'ai rencontrées et que j'ai pu accompagner avaient vécu des choses extraordinaires, elles aussi, et étaient nourries par ça. Vous êtes allé jusqu'au bout de votre expérience spirituelle, de votre démarche spirituelle. Oui, effectivement. De cette approche. Oui, j'ai pas bloqué. Ouais, voilà. Beaucoup, vous en parliez tout à l'heure, beaucoup se bloquent, se censurent, s'auto-censurent. Oui. Et vous êtes allé jusqu'au bout. Oui. Et c'est ce qui fait votre force aussi. D'aller à la rencontre, sans avoir peur. Je pense qu'il y a une forme d'audace peut-être chez moi, mais je dirais... Et de curiosité. Mais c'est la curiosité, exactement. Et là, c'est mon enfant intérieur qui cette curiosité qui fait qu'il faut que j'aille voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Il faut que je comprenne. Et j'ai cette quête.
Et aujourd'hui, mon plaisir, c'est aussi d'amener les personnes à suivre leur quête intérieure. C'est pas suivre ma quête à moi, c'est suivre leur quête à eux et quelle est leur vérité. Parce que je crois pas qu'il y ait une seule et même vérité dans cet univers. Il y a des vérités. Il y a des vérités. Nous avons tous nos vérités. Exactement. Et on n'est pas là aujourd'hui pour convaincre qui que ce soit. Absolument. C'est apporter un témoignage. Exactement. Tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une citation qui vous correspond. On dit que dans certaines traditions chamaniques, quand l'aigle apparaît, c'est que l'esprit est prêt à voir autrement. Ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, j'ai une transition dans ma vie. Déjà, je remets en question la place où j'étais, ce que je faisais, comment je voyais les choses, et j'accepte de changer de point de vue. Et donc, j'accepte de changer de point de vue à tous les niveaux, mais aussi sur mes croyances. Et malgré tout, on se construit sur nos croyances. Et c'est pas facile de faire une rupture. Et de se dire, peut-être que le monde existe autrement, peut-être qu'il y a... Alors moi, c'était tout un monde subtil auquel il fallait que je m'ouvre. Peut-être que dans ce monde subtil, il y a une forme de vérité. Et c'est peut-être celle-là que tu recherches depuis le début. Mais ça demande d'aller au-delà des peurs, ça demande d'aller au-delà des croyances aussi. Parce que finalement... les animaux m'ont apporté quelque chose, c'est une grande liberté dans le fait d'explorer le subtil. Alors que si on l'explore au travers des croyances humaines, on s'enferme bien souvent. Et moi, c'était ça qui me plaisait pas. J'avais pas envie d'aller m'enfermer dans une spiritualité ou dans un dogme. Et j'y retrouvais pas. Je trouvais parfois, on trouve toujours des petites vérités, des morceaux de vérité. Mais je trouvais pas quelque chose... Une sorte de pulse. Exactement. Mais je sentais que c'était pas juste et c'était pas exactement ça. Et donc, j'avais besoin de chercher aussi où se situait peut-être ma spiritualité aussi, et pas par... et celle imposée. Et celle imposée, exactement. Et les animaux ont une vision de la vie, pour pas parler de spiritualité, mais de la vie, et du sens de la vie, qui est complètement différent de la nôtre. Et donc, moi, j'apprends énormément, et ça me remet en question aussi sur comment je vois la vie, et comment on doit envisager l'instant présent, parce qu'ils sont en permanence dans cet instant présent. Donc nous, on s'en échappe tout le temps. On est toujours dans nos projections, dans notre passé, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on voudrait vivre. Notre quête du mieux, du bonheur, alors qu'en fait, on oublie d'aller chercher ce bonheur là, dans l'instant présent et dans ce qu'on vit. L'animal est dans le présent, absolument. Exactement. Dans le présent absolu. Et vous savez, cette quête-là, il y en a qui l'ont trouvée il y a très très longtemps. Saint François d'Assise a bien compris que les animaux avaient une âme. Hein. Oui. Donc c'était un des premiers qui a osé en parler. D'ailleurs, il a eu des histoires, des problèmes avec ça, mais il a très bien compris que l'animal était plus proche de l'humain que ce qu'on croyait. Donc il avait une démarche qui était proche de la vôtre. Il était extrêmement précurseur à une époque où, en plus, on n'avait pas encore étudié complètement la sensibilité des animaux, dans le sens sensibilité à la douleur. Et on considérait que les animaux ne ressentaient pas de douleur. Donc on ne souffrait pas. Ne pensait pas, ne souffrait pas. Exactement. Donc on disséquait des animaux vivants. Donc c'était d'autant plus courageux de sa part d'avoir abordé ça. Et communiquer donc avec un animal permet aussi de mieux se connaître. Exactement. Et est-ce que vous avez des doutes ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des doutes sur votre spiritualité, sur ce que vous dites d'ailleurs ? Tout le temps. Voilà. Je doute tout le temps et je me dis que le jour où j'arrêterai... Est-ce que vous dites, est-ce vrai ce que je raconte ? Tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas le savoir. Quand on ressent quelque chose, on va essayer de noter de façon la plus factuelle, par exemple, un ressenti, un environnement, quelque chose qui nous semble percevoir dans l'environnement de l'animal, une information qui serait reliée plutôt à son humain. On va essayer d'être le plus factuel possible, mais on n'a jamais la certitude que ce qu'on vient de noter ou de ressentir est la vérité. Donc on va le proposer à la personne qui vit avec l'animal, et quand on propose cette vérité, on voit bien comment c'est accueilli. Et c'est là où ça vient valider ou pas, par exemple, que notre ressenti était juste. Je vais l'illustrer peut-être par un exemple. Oui. Il y avait un chat qui me montrait qu'il avait un immense territoire. Il me montrait que son territoire était grand. Il me disait, chez moi, c'est très grand. Et j'avais vraiment cette impression d'infini. Et ensuite, j'avais le goût salé dans ma bouche. Et je sentais comme la mer, l'élément en mer, enfin l'eau à côté. Et comme s'il léchait des cailloux. Je trouvais ça quand même un peu étrange. Donc là, on arrive avec le doute. Et donc, je propose à cette personne, je ne savais pas du tout où elle habitait, puisque les personnes me contactent sans forcément me dire leur adresse. Et elle habite, sa maison donne sur la plage.
Et donc le chat... Ah d'accord, vous avez perçu ouais, la proximité. Bah, du coup, par rapport au doute, je comprenais mieux mon ressenti de cette immensité. Et il considérait que l'océan était chez lui. Et je trouvais ça quand même extraordinaire. Ah oui, Parce absolument. qu'il me montrait que ça, c'était son c'est territoire. une belle anecdote. Voilà, qui illustre qu'on n'est pas sûr de cet environnement qu'on perçoit, mais pour autant, quand on vient nous le valider, on se dit « Ah, il y avait bien quelque chose quand même que je ne pouvais pas inventer. C'était cet univers-là. » Absolument. On se construit sur des doutes. Oui. Mais quand la réalité vient abolir le doute, à ce moment s'ouvre un océan de vérité. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à devenir intelligent et à se remplir de tout ça. On profite de ce que le doute a fait souffrir, on le transforme en bien-être. C'est très juste. Oui. Et ça apporte une preuve. Voilà, qui est indiscutable. Alors, les personnes qui vous contactent, justement, elles vous contactent pourquoi ? Alors, parfois, elles vont rencontrer une problématique avec leur animal qui n'est pas forcément explicable. Soit, nous, on arrive toujours après, par exemple, une consultation vétérinaire s'il y a une pathologie, ou après, des fois, l'évaluation d'un comportementaliste. On n'est pas les personnes qu'on vient voir en première intention. Mais on sait aujourd'hui que les animaux peuvent avoir des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cause réelle physique, organique. Comme l'être humain. Comme pour nous. Donc, ils souffrent de stress, ils souffrent de dépression, ils souffrent d'absence, de solitude et d'anxiété. Et donc, ça va déclencher chez eux des troubles comportementaux et ou des pathologies. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et donc, en général, on vient nous voir pour essayer d'aider ces animaux à se sentir mieux. M'a beaucoup déroutée au début parce que je me disais, mais comment l'animal peut être au courant de quelque chose dont la personne n'est même pas au courant ? Ça me paraissait quand même fou. Et au début, je doutais beaucoup de ces informations, mais j'ai eu des preuves que, par exemple, le chat me donne un secret de famille et m'explique qu'il y a quelque chose avec la grand-mère, que voilà, elle a un secret. Et cette grand-mère était toujours vivante et la personne a pu aller interroger sa grand-mère. Et quand on pose les bonnes questions aux personnes qui détiennent des secrets de famille, souvent ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en libérer parce que c'est lourd. Et c'est une thérapie, oui. Exactement. Et la personne revient et me dit, c'est exactement ce que mon chat m'a dit. Et j'ai eu des preuves comme ça de choses qui ont quand même beaucoup remis en cause, on disait, les croyances. Parce que là, je cherchais quand même à raccrocher les wagons. Autant parfois dans ce qu'on dit, on va trouver un ancrage presque scientifique où on peut expliquer les choses de manière rationnelle, autant parfois on va dans des choses plus subtiles dans la communication animale. Et je ne pense pas que c'est moins rationnel, je pense que pour l'instant c'est précurseur sur ce que la science est en capacité d'expliquer. Mais parce que j'allais vous poser cette question, le regard de la science par rapport à la communication, télépathie animale, alors, etc. Les vétos par exemple, leur opinion sur ça, parce qu'eux ils sont confrontés très souvent à ce problème. Ça s'ouvre, on va dire, et il y a une partie de la profession qui se questionne. C'est déjà bien. Une partie qui ose aller explorer, mais souvent un peu plus secrètement parce que l'ordre des vétérinaires, et bon, je les comprends, c'est-à-dire qu'il y a, comme toutes les vagues de choses qui sont un peu nouvelles, on a dans ce courant des abus, des personnes qui prennent pouvoir sur les autres, et je pense que ça les a un peu refroidis, et je peux le comprendre, parce que on n'a pas d'obligation de formation. Aujourd'hui, n'importe qui peut demain créer une auto-entreprise et s'auto-définir praticien en communication animale. Et c'est bien là le problème, c'est que derrière, il n'y a pas seulement... Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'éthique. Et donc, on a un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ce qui rebute ces professions-là. Et je le comprends. Alors, mais si les vétos n'ont pas cette sensibilité, certains, hein, du moins là, alors comment ils perçoivent un animal alors ? Mais ils utilisent leur intuition, mais bien sûr. Mais ils ne le relient pas forcément consciemment au fait que c'est leur intuition. Mais si on discute réellement avec des professionnels et qu'on leur demande comment ils font leur diagnostic, voilà, c'est intéressant. Souvent, il y a une part intuitive dans leur diagnostic qui les a dirigés vers telle ou telle analyse, vers telle ou telle, bizarrement, radio ou prise de sang, etc. Et ils se sont fiés à leur instinct, mais ils ne l'ont pas reconnu et identifié comme tel. Oui, c'est leur instinct personnel. Ce n'est pas une télépathie avec l'animal qui les dirige. Il y a un peu des deux. Voilà. Il y a un peu des deux. Il y a l'analyse aussi, inconsciente.
Exactement. du comportement de l'animal. Du propriétaire. Du propriétaire. Après, c'est un métier qui souffre beaucoup. Il y a beaucoup de... C'est le 4e métier où il y a le plus de suicides en France. Il souffre émotionnellement d'être confronté à une clientèle qui est très exigeante, puisque les animaux ont pris une place très particulière. On ne les a pas du tout formés à cette part psychologique dans la formation initiale. Donc, c'est compliqué pour eux et ils sont confrontés à la mort et aux émotions très fortes au quotidien, avec du stress et ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés. Et c'est dommage que des techniques comme la communication animale n'entrent pas comme un outil complémentaire. Bien évidemment qu'il faut garder tous les diagnostics et l'analyse. Mais vous pourriez travailler... Exactement. On collabore. Moi, je collabore avec des vétérinaires, mais on ne peut pas dire ouvertement on collabore avec des vétérinaires parce que ce n'est pas admis pour l'instant. Mais voilà, je pense qu'on a un petit train d'avance, un peu comme Saint François d'Assise et les scientifiques de l'époque qui faisaient les vivisections. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Peut-être que demain, on aura trouvé des réponses à travers des études. Il y a des études qui sont en train d'être mises en place, des cohortes, mais c'est compliqué, c'est complexe. Il y a toute une éthique aussi autour des études faites auprès des animaux. Donc, c'est en train de se mettre en place, notamment au niveau de l'université Paris 8. Je fais partie d'une étude. Il y a Corinne Sombrun qui avait fait des études sur la transe chamanique et la gestion de la douleur grâce à la transe chamanique. Alors, qu'est-ce que la transe chamanique là? La transe chamanique, on parle peut-être de totem, non? Les animaux totems, le chamanisme. Le chamanisme. Pour le grand public. Exactement. C'est une croyance animiste qui vient de peuples anciens qui donne une âme à tout ce qui est vivant. Donc, le chamanisme n'est pas complètement éloigné de la communication animale et c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon livre. Les minéraux sont aussi des vivants. On peut le considérer. Il y a une vibration dans le rocher, je veux dire la montagne ou le rocher. Absolument, les pierres. L'eau, la rivière, la mer. La transe chamanique, elle est induite par un son répétitif. Donc souvent, c'est ou le tambour ou le hocher. Et la danse. On peut induire les danses soufis, par exemple, qui nous viennent de Turquie, sont des danses où on tourne en rond et ça induit une transe au bout d'un moment. Donc ces transes, c'est des états modifiés de conscience dans le cerveau, comme on pourrait le voir pour de la méditation. Et donc Corinne Sombrun est précurseur dans ce domaine parce qu'elle a étudié qu'on peut induire la transe à travers des musiques dans notre propre cerveau et que cet état de transe nous amène à mieux gérer la douleur. Donc c'est ça qui était très intéressant parce que ça permet, comme on a fait rentrer l'hypnose dans les salles d'anesthésie, on a des infirmières qui sont formées à l'hypnose pour permettre aux personnes de s'apaiser. Des anesthésistes également. Donc on commence en fait à ouvrir des portes. Ce qui nous pose tort dans tout ça, et là avec l'animal c'est encore aussi nouveau, c'est qu'on a besoin de poser des bases éthiques là-dessus. Sinon, on n'avancera pas. On a besoin d'avoir un cadre. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé un organisme de formation, que je suis dans une démarche qualité, où j'ai fait valider mon organisme de formation par Calliope, parce qu'il y a quand même toute une réflexion derrière. C'est bien de transmettre, mais pas n'importe comment. C'est bien d'aider les personnes à s'ouvrir, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas on peut faire de très belles choses avec cet outil, mais on peut aussi faire du tort. Parce que si on se trompe et qu'on affirme, et qu'on vient affirmer à quelqu'un qui est dans un état de vulnérabilité, je ne sais pas, que son animal, par exemple, il refuse un traitement, ou que ça induit quand même des conséquences qui peuvent être graves. Et on peut comprendre que certains métiers, comme les vétérinaires, soient quand même un peu dérangés par le fait que quelqu'un qui a fait de la télépathie vienne expliquer qu'il faut arrêter le traitement. Et c'est là où, si normalement la personne a été bien formée et elle comprend que c'est pas sa position, c'est pas sa posture. Sa posture, elle doit en rester à l'accompagnement émotionnel. Ça en reste là. Oui, et ce qui est intéressant, c'est au niveau du comportement des humains vis-à-vis de l'animal. Là, on est dans la télépathie, on a parlé, on a dévié un peu sur le chamanisme, c'est lié de toute manière. Mais pour rester terre à terre, là, sur un plan pratique, les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui a, je sais pas, un chat, un chien, quel comportement primaire, disons. Voilà, en premier. De base. Alors, en général, moi, ce que je dis aux personnes qui ont des animaux, c'est que personne ne connaît mieux votre animal que vous.
Donc la personne qui a un animal, un chat, un chien, elle sait exactement si son animal a changé de comportement. Et souvent, les vétérinaires écoutent quand les gens arrivent, disent il n'y a rien de particulier, mais il n'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils écoutent parce que ça, c'est notre intuition. Et dans le lien d'amour qu'on a, on n'a pas besoin d'être formé à la communication animale pour ressentir ça, ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut simplement déjà dire, ok, je porte un regard différent. Admettons, mon animal, il allait très bien, il était propre, et puis du jour au lendemain, il se met à être un peu malpropre, il a des comportements qui changent, il essaye de me manifester quelque chose. Déjà, la première réflexion que je pourrais avoir, c'est est-ce qu'il y a un changement à moi dans ma vie? Est-ce que ce que je suis en train de traverser a peut-être un impact sur lui? Est-ce qu'il y a un changement dans sa vie? Est-ce qu'on a déménagé? Est-ce qu'il y a un nouveau compagnon qui est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé d'un bébé? Est-ce qu'il y a eu une modification qui fait que l'animal se sent en insécurité? Ou est-ce que moi-même, je suis en train de traverser quelque chose? Donc ça, tous les auditeurs peuvent déjà être dans cette démarche d'auto-analyse et de se dire, peut-être que du coup, je vais m'occuper de moi. Parce que si je sens que la réponse c'est oui, il y a quelque chose en moi en ce moment qui est compliqué pour moi parce qu'au travail ça se passe pas bien, parce que j'ai du stress, j'ai des tensions. Report sur l'animal. Exactement, j'ai des tensions dans mon couple. Peut-être que je vais commencer par m'occuper de ça et que finalement, au lieu de porter toute mon attention sur mon animal, parce qu'il faut absolument qu'il aille mieux, je vais commencer par essayer moi aussi d'aller mieux. Et si moi aussi je vais mieux... Si je me soigne, l'animal ira Alors ça ne veut mieux. pas dire qu'il ne faut pas soigner l'animal. Hein, bien sûr. Ça va quand même ensemble et souvent... Je dis psychologiquement. Exactement. Voilà. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Il y avait une personne avait recueilli un deuxième chat. Elle avait déjà un chat à la maison. Et l'entente n'était pas très bonne entre ces chats. Donc elle me contacte parce qu'elle était peinée que les deux chats ne créent pas de lien. Et quand j'ai été communiquer avec chacun d'entre eux, et les deux me disent, moi j'aime bien l'autre congénère. Il n'y avait pas de problème. Elle analysait comme étant le fait qu'ils ne s'aimaient pas. Ce n'était pas du tout le cas. Ils se toléraient. Par contre, en fait, ils ne toléraient pas l'ambiance qu'il y avait dans l'appartement. Une ambiance générale. Et qui, du coup, faisait qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de cette énergie et donc finissaient par se mettre l'un sur l'autre. Et elle me dit, ah oui, ça va pas très bien avec mon conjoint, on est en pleine séparation, mais on est toujours dans le même appartement. Donc on peut imaginer l'ambiance qu'il y avait dans l'appartement. Donc c'était pas du tout une problématique. Ces deux chats n'avaient pas de problème d'entente. Ils étaient simplement en train de subir. D'accord, ça c'est le diagnostic. Les effets secondaires. Oui. Voilà. Alors, comment résoudre ça alors, comment résoudre dans ce cas précis là. Alors, vous dites à cette propriétaire, voilà, c'est un problème général, mais eux s'entendent bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors déjà, ça la rassure. Et elle pose un autre regard sur ses chats. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout le temps en train de se dire « il ne s'aime pas », je fais quelque chose de mal, je ne suis pas une bonne gardienne, j'aurais peut-être pas dû prendre le deuxième chat. Vous voyez la démarche qu'on va avoir dans notre tête où on va commencer à mouliner des idées. Et puis, j'ai pris le deuxième, mais peut-être qu'en fait, le premier est malheureux et l'autre aussi est malheureux. Et oui, on peut se poser ces questions. Je ne suis pas capable de rendre mes animaux heureux. Alors ça, c'est terrible. Et alors qu'en fait, est-ce que moi, je suis capable d'être heureuse? Ça rajoute du malheur au malheur. Hein. Exact. Et puis déjà, elle était malheureuse. Donc, la question, c'était, est-ce que moi, je suis capable de me rendre heureuse? Et elle avait pris la décision de quitter son couple. Donc, elle avait décidé d'être plus heureuse. Et le fait de lui dire que finalement, ses chats n'étaient pas malheureux, au contraire, ils avaient besoin qu'elle continue à prendre soin d'elle et prendre des décisions pour être heureuse dans sa vie, eh bien déjà, ça change le regard qu'elle porte dessus. Donc, ça évite de renforcer ce comportement à travers son regard et son attitude, puisqu'elle va tout de suite interagir dès qu'il va y avoir un conflit. Donc, en fait, elle renforce la frustration chez les animaux. Alors que si elle se dit, en fait, ils sont juste en train de me montrer qu'il y a trop de tension dans l'appartement, je n'interviens pas, et je ramène un peu l'énergie à quelque chose de plus paisible. Finalement, il y a moins de tension. Donc, très bien. Oui, mais je vois bien la démarche. Voilà, exactement. Donc nous, on n'est pas toujours l'issue finale. On est parfois sur le chemin pour donner une impulsion, semer une graine, aider la personne à ouvrir ses yeux. Et ensuite, c'est une très bonne démarche. Exactement. Il en découle d'autres choses. Mais on n'est pas une baguette magique bien sûr. Qui résout tout en quelques secondes. Voilà, exactement. Et on dit souvent que le chat est indépendant. Le chat, ce qui compte, c'est leur territoire, et puis c'est la gamelle. Et qui n'ont pas de communication vraiment avec... Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, qui ne suis pas un spécialiste, je suis tout à fait contre ce type de raisonnement.
Le chat n'est pas indépendant de son environnement. Alors, je vais te donner un exemple d'une personne qui donnait souvent de la gamelle à des chats du quartier qui venaient. Ah, ils étaient gentils, tout plein et compagnie, et puis ils étaient envahis. Hein. Et du jour au lendemain, elle a arrêté de donner la gamelle à ces chats. Et ils ne sont jamais revenus. Donc, pour eux, c'était la bouffe, en parlant crûment, hein, et ça donnait la sensation qu'ils n'avaient aucune sensibilité vers la personne qui leur donnait à manger. Oui, mais si je me puis me permettre. Voilà, c'est un exemple. Hein. On va parler entre nous. Je suis obligé de me faire un peu l'avocat du diable. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Toutes les situations voilà, sont... on va répondre. Voilà, mais c'est pour répondre à si cette elle avait donné autre situation. chose que la gamelle au chat, oui. il serait revenu. Hein. Ah, mais elle donnait beaucoup d'affection. Je ne sais pas. Ah, mais moi, ça, je peux témoigner, connaissant cette Peut-être personne. qu'il venait lui apprendre quelque chose. Et peut-être qu'elle avait quelque chose à apprendre dans le fait que les chats ne sont pas restés. Donc déjà, il y a le conditionnement par l'alimentation qui induit une relation qui parfois n'est pas toujours exactement celle qu'on voudrait avoir. Mais ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, les animaux sont toujours justes. Et c'est comme une forme de rejet dans ce que tu me racontes. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie rejetée et elle s'est dit, en fait, finalement, ils sont venus juste m'utiliser et ils m'aiment pas vraiment. Voilà, exactement. Alors que peut-être ils sont juste beaucoup venus... de personnes, hein. Ils sont juste peut-être venus lui montrer qu'elle avait cette blessure en elle. Est-ce qu'on m'aime vraiment pour ma valeur ou est-ce qu'on m'aime pour ce que je donne ou pour ce que je suis? Et ça, c'est souvent des confusions qui sont liées à l'enfance. Ah, intéressant ce que vous dites là. Et qui sont liées au comportement qu'ont eu les parents avec les enfants. Comme si c'était « je t'aime parce que tu es sage, je t'aime parce que tu m'écoutes, je t'aime » comme si l'amour était sous condition. Et on retrouve des adultes ensuite qui pensent que l'amour est sous condition. Alors que l'amour des animaux, il est inconditionnel. Donc je pense que peut-être que c'est un acte d'amour qu'ont fait ces chats de ne pas rester avec elle pour lui montrer quelque chose. Et effectivement, c'est venu par contre appuyer là où ça faisait mal, donc il y a une forme de rejet. Donc, vous l'expliquez très bien. C'est plus facile de dire que le problème c'est les chats totalement. que de regarder que le problème vient de soi. C'est intéressant. Le chat est capable de s'attacher énormément. On a justement cette croyance commune qui dit qu'on peut partir 15 jours en vacances et que le chat le vit bien, on peut le laisser dehors. C'est pas vrai. Le chat ne le vit pas forcément bien et on a des personnalités chez les animaux qui sont différentes. On a des chats qui sont très indépendants et d'autres qui sont beaucoup plus dépendants de leurs humains. Et donc, on ne peut pas faire une généralité. On a des chiens qui peuvent très bien, par exemple, dormir dehors et pas mal le vivre, en fait. Et d'autres qui ont besoin d'être très proches, voire très fusionnels. C'est aussi lié aux relations qu'on entretient avec eux. C'est aussi lié à notre besoin d'amour et à ce qu'on traverse en ce moment. Donc, on voit bien que, par exemple, quelqu'un qui adopte un chien dans une situation suite à un deuil ou suite à un choc ou à un moment difficile de sa vie, il va y avoir un lien très fusionnel. Par exemple, pendant le Covid, beaucoup de gens ont adopté des chiens. Ils étaient tout le temps à la maison, il y avait un grand besoin d'être rassurés parce que l'ambiance était anxiogène. Et donc, le chien est venu rassurer. Sauf que le chien... quand la personne a repris le chemin du travail et quand elle a commencé à partir du matin au soir. Il y a eu la rupture, là. Et là, ça a été... là, on a commencé à avoir plein de problèmes. Les gens m'appelaient, ça va pas du tout, son comportement. Mais parce que le chien, il avait servi de tampon à l'anxiété, mais lui-même était devenu complètement anxieux, en fait. Et impossible de s'auto-rassurer et de s'auto-sécuriser. Donc, en fait, ça avait fait des vases communicants et ça avait fait des animaux qui étaient dans une incapacité d'être dans une forme de sécurité, qui était né dans cette insécurité. Donc là, on ne le débloque pas en... Oui, non, mais on l'entend bien. Ça permet déjà de mieux comprendre pourquoi on a un animal comme ça, qu'est-ce que cet animal nous renvoie, et de travailler sur soi, en fait. Et on voit bien que quand les personnes entendent cette part qui leur appartient, eh bien, la relation évolue. Donc ça ne veut pas dire elle se résout, mais elle évolue. Et elle évolue souvent très positivement. Ça, c'est énorme, ça. On reste sur le point de vue télépathique. Donc... avec un animal, vous avez la possibilité de communiquer, hein, on comprend. Mais un animal qui est perdu, qui a fugué, est-ce que vous avez la possibilité de communiquer à distance avec cet animal? Alors, c'est une excellente question, Georges. Je te remercie de l'avoir posée. Ah ben, parce que c'est un vrai sujet. Ah oui. Je me suis beaucoup questionnée sur ce sujet. Parce que, en plus, quand on a soi-même des animaux et qu'on se dit oh, si demain je perds mon animal, ce serait terrible, j'aimerais tellement qu'on m'aide à le retrouver. Et oui. Et en même temps... Maintenant, il y a le GPS, hein, la puce qu'on peut mettre à un animal. Oui. Voilà. Alors, en fait, il y a une vraie problématique d'éthique autour de ça. Et une vraie problématique sur la capacité télépathique à ce moment-là.
Donc, je te fais un bref résumé, et puis pour nos auditeurs aussi. Oui. Quand tu perds ton animal, tu es dans un état de profonde détresse et de profonde vulnérabilité. Et donc, tu te mets à générer des scénarios dans ta tête. Des scénarios de il est arrivé là, peut-être il est passé là, et s'il était pas... En général, c'est toujours des scénarios catastrophes. Hein. L'être humain est quand même un peu comme ça. Et donc, dans ce lien qui existe entre toi et ton animal, tu vas projeter plein de scénarios. Et la personne qui essaye de communiquer, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, tous ces scénarios viennent polluer l'information. Et donc, il y a un risque plus grand d'erreur que quand émotionnellement tout est calme. Et on voit bien qu'on peut récupérer des scénarios qui ne sont pas forcément la réalité, mais qui vont venir alimenter l'état d'être de la personne. Donc, ce n'est pas toujours positif. Et puis, ce qui pose problème d'un point de vue éthique, c'est l'état de vulnérabilité de la personne, qui la rend, on va dire, fragile. Potentiellement, y en a plein qui abusent, hein, qui demandent de l'argent dans ces moments-là, etc. Et moi, je le fais pas pour toutes ces raisons éthiques, parce que je trouve que le risque d'erreur est important, et je préfère le dire, il y a un grand risque d'erreur, que l'erreur, elle peut avoir des conséquences émotionnelles sur la personne pour qui on se trompe, mais pour nous aussi, hein, parce que déjà, on est déjà dans le doute, alors si en plus on se rajoute un doute de plus, on fait plus rien. Sûr. Et le temps, alors il faut imaginer que pour avoir essayé, hein, vraiment, j'ai tourné ce truc dans tous les sens, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait quelque chose à apprendre et que ces situations se dénouaient parfois d'elles-mêmes quand la personne qui avait perdu son animal, qui avait fugué, etc., se disait, en fait, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cette histoire. Et moi, si je rentre dans l'état d'esprit de « je veux sauver », eh bien, je peux me retrouver dans la posture du bourreau. Tu sais, c'est le triangle de Karpman. Et donc, je me retrouve finalement à vouloir aider, mais ça se retourne contre moi. Alors que si je suis plutôt dans la posture de « regarde, pourquoi ton animal est parti ?» Alors sur le moment, quand on est dans un état de détresse, on n'est pas du tout prêt à entendre. Mais peut-être que, est-ce que s'il revient, tu serais prêt à comprendre ? Qu'est-ce qu'il a cherché à te faire comprendre ? Pourquoi il y a ce stop comme ça ? Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a cette disparition, on demande un changement en fait. Et quand la personne accepte, alors elle n'est pas prête dans l'instant, mais de se dire si je retrouve mon animal, peut-être à ce moment-là je ferai une communication au calme, une fois que tout sera calmé. Les personnes qui ont compris ça, que c'est vraiment le message que je transmets, on programme des communications quand ils retrouvent leurs animaux et c'est assez extraordinaire ce qui ressort. Mais je ne travaille pas dans l'urgence, parce que dans l'urgence c'est compliqué. Et dans l'urgence, ça nous met dans une posture qui est pas saine, ni pour nous, ni pour la personne qui reçoit, ni pour l'animal. Ça oblige les propriétaires à se remettre en question. Hein. Exactement. Dans tous les cas. Dans tous les cas, hein, notre pratique, elle est quand même... Oui. Elle n'épargne pas. Voilà. Ils sont beaucoup en cause, on va dire. C'est en cause, mais c'est vraiment pour du mieux. En général, oui, pour aller vers le mieux. Ça fait du bien. Totalement. Et puisqu'on reste un peu, et puis l'heure tourne malheureusement, je voudrais pas, il reste 5 minutes, on termine sur peut-on communiquer avec les animaux défunts ? Est-ce que vous êtes médium ? On parle de télépathie, de sensibilité. Est-ce que sur ce côté-là, vous avez un don ? Alors, si on peut appeler ça voilà, on va peut-être éviter le mot don, qui sous-entendrait quelque chose de... Mais de la même façon qu'on peut se relier à l'espace vibratoire d'un animal qui est présent, on peut aussi se relier à cet espace vibratoire de ce qui est passé, comme s'il y avait une mémoire vibratoire de ce qui n'est plus, mais avec laquelle on pouvait interagir. Donc, oui, c'est une forme de médiumnité, oui, c'est possible pour moi, mais c'est possible aussi pour mes élèves. Et je leur ouvre cette porte sans créer de peur autour de ça, sans trop justement le sacraliser, et en montrant qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fluide que ce qu'on l'imagine. Cette interaction avec justement ce qui n'est plus, mais qui continue d'être. C'est nous qui visualisons que ça n'est plus là parce que physiquement, il n'y a plus de corps physique. Mais pour autant, combien de personnes me disent « Il y a un autre corps peut-être subtil. J'ai encore l'impression qu'il est là et parfois j'ai l'impression qu'il a gratté à la porte. » Alors, est-ce que c'est nos projections ou est-ce que c'est eux qui ont des ressentis ? Vaste débat là. Hein. Vaste débat, mais en tout cas, on peut tout à fait interagir avec le passé. Oui. La relation est profondément ancrée dans le cervelet. Oui.
Et d'ailleurs, vous proposez dans votre livre, hein, je crois, plus de 15 exercices et rituels sur mesure. Alors très rapidement... Oui, c'est vraiment un guide pratique en fait. C'est pas un livre d'enseignement. Je pense que c'est un livre de réflexion que je voulais comme ça, que je voulais que le lecteur puisse lui-même s'immerger en même temps qu'il lisait et qu'il avait une nouvelle information, qu'il puisse lui-même s'imprégner, se poser des questions, voire pratiquer pour évoluer en même temps qu'il lisait et que ce soit une véritable expérience plutôt que simplement un livre qu'on lirait comme un autre. Un deuxième livre est en prévision ou pas, sur un autre peut-être domaine? Oui, je suis en train de finaliser un livre sur la mission de vie des animaux de compagnie et ce que ce lien nous apporte aussi à nous. Comme réconfort beaucoup de choses. Je pense que depuis le moment où l'animal paraît jusqu'au moment où l'animal disparaît, tout ce que l'animal vient transformer chez nous et vient éveiller et mettre des mots parfois sur ce que de nombreuses personnes ont vécu sans forcément en avoir conscience. Eh bien, ça sera un grand plaisir de vous réinviter pour parler de ce nouvel ouvrage. Et vous venez aussi de sortir un coffret-jeu. Oui. Alors, en quoi consiste-t-il? Alors, ce coffret, c'est pour permettre aux personnes chez elles de, si on a envie d'interroger son animal, mais que peut-être que pour l'instant, la pratique de la communication animale, ça paraît encore un peu complexe ou qu'on n'est pas encore prêt. C'est un peu un outil qui s'apparenterait à un tirage de cartes comme un oracle, oui, avec des informations qui viennent de l'animal. C'est une manière de commencer à entrer dans cette communication au travers de cartes, au travers de questions. Et ces questions et ces réponses vont nous renvoyer à nous, bien évidemment, puisque c'est au regard de la pratique. Donc c'est vraiment un tirage qui peut nous amener des vraies réflexions et des messages en lien avec notre animal, mais en lien avec nous. Alors, on peut trouver ce coffret à quel endroit? Le commander où? Partout, alors dans les grandes librairies connues. Oui. Et si vous préférez passer par votre libraire préféré de quartier, n'hésitez pas à leur commander avec mon nom. Ça s'appelle l'art de la communication animale. Et c'est un coffret chez le Lotus et l'éléphant à mon nom. Ils retrouveront... Très bien. Et si on veut vous contacter, donc les coordonnées? Alors, j'ai pas beaucoup de créneaux de consultation parce que comme j'écris et j'enseigne, j'essaie d'être... Oui, vous avez un planning chargé. J'ai un planning chargé. On le comprend. Donc, quand on tombe juste, on tombe au moment où il y a des créneaux ouverts et sinon, il faut me contacter et puis être en attente quand le... Alors, on peut vous contacter, un numéro de téléphone, on va inscrire tout ça, non? Sur mon site internet. Alors, votre site internet, on le marque au bas de l'écran, c'est... c'est parler, animaux.com. Oui. Et le site de l'école de communication animale, c'est école-communication-animal.com. Donc, c'est mes deux sites sur lesquels on peut retrouver tout ce que je propose. Bon, on va remarquer tout ça, il n'y a aucun souci. Guy, peut-être pour conclure un mot? C'est très instructif. Ça nous ouvre, comme je disais dans mon propos, ça nous ouvre des portes vers des univers que l'on ne connaissait pas. Je ne dis pas que l'on connaissait peu, mais que l'on ne connaissait pas. Et je trouve que ça nous rendra plus intelligents dans la communication, l'approche que l'on a des animaux. Voilà. Ben merci, c'était vraiment le but, c'était d'ouvrir et d'éveiller des consciences. Absolument, d'interpeller. Questionner, on n'est pas là pour convaincre, mais... voilà, d'apporter votre expérience également, votre parcours. Une ambassadrice intelligente de la cause animale. Oh, bravo, quel joli mot. Alors, merci beaucoup Aurore pour cet échange riche, sensible, éclairant, on va dire. Et ce soir, enfin cet après-midi plus exactement, au moment où nous enregistrons cette émission, vous nous avez rappelé que les animaux ne sont pas seulement des compagnons de vie, ce sont aussi des êtres de perception, de cœur, d'enseignement. Ils nous observent, ils nous ressentent, ils nous accompagnent, parfois mieux que nous le faisions nous-mêmes. Alors, communiquer avec les animaux, c'est aussi apprendre à communiquer avec soi-même. Et merci à vous pour tout cela. Et je ne souhaiterais pas terminer sans remercier Fabienne, qui était ici à la technique, notre collaboratrice. Merci à vous, chers auditeurs et internautes. On vous donne rendez-vous pour une autre émission des invités de Georges. En attendant,
portez-vous bien, merci de votre écoute et à très bientôt. Merci. Merci. Ciao. Merci. Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1.